Le rugby est le sport avec lequel j'ai grandi. C'est comme ça vous lâche pas. Et du coup il va falloir une vidéo assez longue, assez dense pour que je vous raconte cette belle histoire. Vous allez voir, aujourd'hui ça va être génial. On va parler de détresse, de douleur, de joie, de trophées, de victoire, de mésentente entre les grands noms de ce sport et d'une fin qu'on n'avait pas prévue. Et tu connais pas le rugby? Honnêtement c'est pas grave. Je sais que c'est un sport très complexe, qui a une infinité de règles, qu'on a toujours rajouté des trucs dedans, mais c'est pas une vidéo pour expliquer les stratégies ou les petites subtilités du règlement. Là, on profite. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'un match ça se joue à 2 équipes de 15 joueurs, et qu'à la fin, celui qui a marqué le plus de points gagne. Et c'est tout. Et tout ça, on le commence en 2010. Pourquoi 2010? Parce que c'est la première image du rugby que j'ai retenue. Et c'est celle-là. Well, the clock is France's friend. It looks like they've done enough to hold on to this match, to hold on, to take the Six Nations title. Pour vous dire, j'ai jamais vu ce match en direct à la télé, mais sur le portable de mon père en replay. Mais cette image m'a tellement marqué. Parce que je voyais un groupe de 15 gars qui avaient donné tout pendant 80 minutes, qui étaient dégommés, et qui étaient tellement heureux d'avoir gagné. Et cette joie, elle se ressentait même à travers les pixels. À cette époque, le rugby est le sport de la région de mon département, le sud de la France, le soleil, les cigales, les remparts, le rugby, Carcassonne. J'ai tellement du mal à vous décrire l'importance de ce sport dans la ville. C'était tout. C'était vraiment tout. La plupart des autres sports se rongeaient les mains parce que Carcassonne ne pensait qu'au rugby, ce qui fait que quand je suis allé faire du cyclisme à un moment, ils râlaient tous. C'est à ce moment en 2010 que je m'intéresse grandement au rugby. Je pratique dans les catégories jeunes. Alors j'avais pas le physique, mais bon, j'y allais quand même. J'apprends les joueurs, j'apprends les règles, j'apprends les bases, je joue parce que ça me fait plaisir, je joue à faire des transformations comme Morgan Parra dans mon jardin, et c'est là que j'apprends qu'il y a une Coupe du Monde. Genre on m'a dit, le tournoi qu'on a gagné, là, celui dont l'image t'a fait énormément plaisir, il y a un truc qui est tellement plus important, qui est tellement rare qu'il a lieu tous les 4 ans, et c'est la Coupe du Monde. Le tournoi de destination c'est bien, mais il n'y a que 6 équipes qui sont à l'intérieur. La Coupe du Monde, c'est plus de 20 pays, c'est génial. Et la prochaine, elle a lieu en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, si vous savez pas, c'est le symbole du rugby. Certes, on sait très bien que l'Angleterre est le pays qui a donné vie au rugby, mais tout en Nouvelle-Zélande est iconique. Le maillot, la fougère, le jeu, le haka, tout. C'est la première nation à avoir jamais remporté la Coupe du Monde en 1987. C'est le premier pays à avoir offert au reste du monde la toute première superstar du rugby mondial. C'est l'équipe qui martyrise toutes les autres, parce qu'à chaque fois que les Blacks jouent, c'est pour gagner, comme toutes les autres équipes, mais là, pour les All Blacks, c'est différent, ils veulent vraiment tout gagner. Étrangement, en 2010, les Néo-Zélandais ne sont pas si dominateurs en Coupe du Monde. En 91 et en 2003, ils sont éliminés par l'Australie dès les demi-finales. En 99 et en 2007, c'est la France qui se charge de les renvoyer à la maison. Et en 95, c'est les Sud-Africains qui leur infligent une terrible désillusion, alors que clairement, ils devaient gagner la finale, ils étaient les favoris, il y a eu une affaire d'empoisonnement, bref, c'est une autre histoire. Et maintenant, en 2011, ça suffit. Les Blacks sont à la maison et ils vont laisser personne marcher sur leur terre. Et moi qui suis trop content de voir le 15 de France jouer contre eux dès les phases de poule, le plaisir a pas duré longtemps. On s'est fait éclater. L'équipe de France, il faut s'organiser, c'est très chaud, avec le ballon, et un essai à l'arrivée. Et c'est absolument Davan Thompson pour les Blacks. C'était lié néo-zélandais. Et à l'amour, Whitelock, omniprésent devant. Il prend ses ballons. Attention, il est parti, ça peut être très dangereux avec Corinthian. Il va très vite, Corinthian. Le deuxième essai peut-être. Et c'est le Corinthian. Il y a une agressivité. Oh, il est parti, Carter. Oh, la feinte. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible le troisième essai. C'est terrible. 40 secondes de folie. Avec une attaque de la peut-être
On a pris 37-17. Aujourd'hui, vous pouvez penser que c'est normal. En 2011, non. Les Bleus ont pas bien joué, il y avait un sérieux manque d'agressivité, ça se voyait sur le terrain. Il y avait beaucoup trop de plaquages manqués, des erreurs bêtes, et du coup ça fait très mal. Et dans la presse, on s'est fait allumer. Je découvre une équipe de France en dents de scie, tantôt impeccable, mais parfois terriblement décevante. Mais vous savez quoi ? Bah je m'en fous, parce que j'ai 10 ans, parce que je prends un match après l'autre, parce que je trouve ça complètement génial de voir des équipes jouer ensemble. Je me dis c'est complètement fou, déjà il y a une coupe du monde, c'est trop bien, on prend un match après l'autre, on verra ce que ça va donner, et ça va être fou. Et ça tombe bien, une défaite en phase de poule ne signifie pas une élimination. Et les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, on sait très bien, c'est parfait, il reste le dernier match, tranquille, on respire, on se rassure. Et on perd. À ce moment-là, mais je l'ignorais à l'époque, dans le groupe France, ça explose. Il y a des tensions entre les joueurs, l'entraîneur, les médias, il y a une bulle qui se forme, l'ambiance elle est pourrie. Et du coup, personne ne voit les Bleus aller en finale, à part les gamins qui regardent chaque match après l'autre avec des étoiles dans les yeux. Est-ce que c'est possible que le rêve de ces gamins se soit réalisé ? C'était fou, chaque rencontre était serrée, mais c'est bien les Bleus, à la surprise générale, qui vont aller jusqu'en finale. Et là, c'est le remake de 87. La France en est à sa 3e finale, ce serait vraiment bien de la gagner cette fois-ci, et les Blacks, ils doivent aussi gagner. Pas que pour eux, parce qu'ils sont chez eux, et que chez eux, ils attendent ça depuis 24 ans. Et malheureusement, ce sera le drame. Est-ce que les Bleus ont gagné ? Non. Est-ce que les Blacks auraient dû gagner ? Non. Est-ce qu'on a été volé ? J'accepte qu'aujourd'hui certains râlent du quart de finale qu'on a perdu face à l'Afrique du Sud en 2023, mais en 2011, c'est pas le même niveau, vous vous rendez pas compte du vol, de la dinguerie que c'était. On devait gagner, j'aime beaucoup les Blacks, mais là, cette fois-ci, il y a un truc qui s'est passé, le meilleur n'a pas gagné. C'était tellement triste. C'est tellement terrible de revoir ces images. Ça a été un vol sans nom. J'avais jamais ressenti une telle injustice pour un sport qui est normalement si noble, si beau. Ça m'a traumatisé, et ça a sans doute traumatisé tout le rugby français par la suite, on le verra. Déjà ça te flingue ton dimanche parce que le match il a eu lieu à 10h, parce que évidemment ça se joue en Nouvelle-Zélande, donc avec le décalage horaire, il faut le voir à 10h. Mais le plus horrible dans ce cas-là, c'est que les joueurs qui ont perdu, ils encaissent, ils râlent pas, ils félicitent l'adversaire, et voilà. Bisous, au revoir. Est-ce que l'équipe de France a su rebondir après ça ? Non. Et c'est pas uniquement dû au traumatisme d'une finale qu'on a perdue, c'est pas du tout ça. Déjà, en fait, le groupe est vieux. Certains considéraient déjà comme une équipe assez vieillissante, et ça s'est confirmé, il y en a qui ont arrêté à l'issue de la finale, qu'il y en a qui ont fait 1 ou 2 ans de plus, mais sans vraiment grande perspective de carrière. Le prime est passé, et l'équipe de France n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et c'est pas en changeant d'entraîneur que ça va y remédier, il y a un problème fondamental qui est générationnel. Il y a plus de jeunes. Bien sûr, on a trouvé quelques pépites, mais entre 2012 et 2014, la France c'est 5e ou 6e au championnat du monde junior de moins de 20 ans. Du coup, il y a un sérieux manque de ressources, et si vous ajoutez à cela que le grand public en avait relativement marre du rugby, puisqu'il était quand même bien dégoûté, ouais, c'est compliqué de faire des exploits. Et par conséquent, le 15 de France descend petit à petit en enfer. Au début, ça va. Ça commence par des petites défaites encourageantes, comme lors du crunch au Stade de France. Here it comes, François Tanguy. It's not pretty, it's not long enough, it's not over. Plus j'avance et plus je me dis que François Trinduc a vraiment pas eu de la chance, parce qu'en 6 mois,
Rater 2 fois la victoire pour 1 mètre, c'est dur. Et voilà, on entre dans ce que j'estime être les pires années du 15 de France, toute époque confondue. En 2013, la France termine dernière du tournoi Destination et perd face à l'Italie. En 2014, on a une nouvelle défaite encourageante, cette fois-ci face à l'Irlande, et selon moi, c'est pas une équipe qui est censée jouer à notre niveau. J'explique avant que vous m'incendiez dans les commentaires. L'Irlande, en 2018, c'est environ 5 millions d'habitants, ça fait 100 000 licenciés de rugby. C'est pas mal quand même. En France, on a 64 millions d'habitants et on a 250 000 licenciés. On est top 4 dans le monde. Alors oui, le rugby en Irlande a une place bien plus importante qu'en France, c'est notamment dû à la culture anglo-saxonne, mais c'est pas le sport le plus populaire. Et les moyens techniques qui sont donnés aux équipes irlandaises ou françaises, c'est relativement les mêmes. Du coup, il y a une question qui se pose. Comment un pays avec 2,5 fois moins de licenciés peut être aussi fort que la France ou l'Angleterre, sachant que le championnat anglais ou français sont 10 fois plus prestigieux? L'Irlande, c'est une anomalie depuis 15 ans et tout le monde trouve ça normal, alors qu'il y a des équipes qui ont les mêmes caractéristiques comme l'Écosse et le Pays de Galles, où il y a bien plus de fluctuations. Il y a une équipe qui essaie de casser le plafond de verre depuis très longtemps, et il y en a une autre dont les résultats sont vraiment en dents de scie. Mais bref, la France. Entre 2012 et 2015, les Bleus n'ont jamais fait aucun podium au tournoi Destination. C'est bien ça. Ça va nous mettre en confiance. Bon bah c'est le moment d'aller en Coupe du Monde, non ? Ok, bon, même si ton équipe est pas vraiment en forme, tu peux aller quand même loin dans la Coupe du Monde parce que c'est un contexte qui est particulier. 2011 en est clairement la preuve, et on espère tous la même chose, un miracle. Mais pour ça, il faut une phase de groupe facile, et la France a eu un groupe vraiment simple. Avec tout le respect que j'ai pour l'Italie, et même en sachant qu'ils nous avaient battus 2 ans plus tôt, il y avait dans la poule A des équipes comme l'Australie, le Pays de Galles ou l'Angleterre. On a fini 2ème derrière l'Irlande qui a maîtrisé son sujet. En 2014, c'était plutôt serré, là il n'y a même pas de débat. Et du coup, on se retrouve en quart de finale, face à la Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais tranquille, c'est un France-Nouvelle-Zélande, ça veut dire qu'il va forcément y avoir un truc exceptionnel. Est-ce que vous vous souvenez du match de poule en 2011 ? Vous êtes pas prêts. En 2015, la Nouvelle-Zélande, ça n'a rien à voir avec l'équipe de 2011. C'est presque les mêmes joueurs, il y a quelques nouvelles têtes, mais ils sont tellement forts. Ce match a été tellement révélateur du gouffre abyssal entre ces deux équipes que beaucoup n'en ont pas vu la fin. C'était une claque tellement violente qu'elle a enterré la passion du rugby pour de nombreux supporters. Ouais, les joueurs pouvaient être fiers de ce qu'ils avaient donné sur le terrain, etc., mais c'est pas du tout ce qu'on attend. Ouais, on pouvait dire qu'on avait tout donné, mais c'était une défaite tellement humiliante que ça n'envisageait rien de bon. À l'issue de cette Coupe du Monde, ça marque la fin de l'ère Philippe Saint-André et ça s'ouvre sur celle d'un nouveau sélectionneur, Guy Novès. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs prestigieux qui arrêtent alors qu'il n'y a pas de remplaçant derrière. Guy Novès a beau être l'entraîneur qui a fait de Toulouse le club légendaire que l'on connaît aujourd'hui, les conséquences de 2011, elles sont les mêmes en 2015, mais en bien pire. Je vais vous dire quelque chose, quand j'ai vu cette annonce tomber sur le changement de sélectionneur, je me suis dit qu'on pouvait y croire et que ça allait changer. Je pense que c'est le moment parfait pour vous parler d'une théorie que j'adore, le lien entre le Stade Toulousain et l'équipe de France. Et pour ça, les faits. Est-ce que vous savez combien de fois le Stade Toulousain a gagné le bouclier de Brennus entre 2013 et 2018 ? 0 fois. Est-ce que à tout hasard, vous savez combien de fois le Stade Toulousain a atteint seulement la finale sur cette même période ? 0 fois. Plus j'avance et plus je me dis que l'état sportif du 15 de France est largement lié à celui du Stade Toulousain. Et ce n'est pas parce que les autres clubs n'arrivent pas à fournir de bons joueurs, c'est parce que le Stade Toulousain, ça gagne avec des Français.
Quand Toulon gagne 3 fois d'affilée la Champions Cup entre 2013 et 2015, est-ce que vous savez le nombre de joueurs français présents sur la feuille de match lors de la finale? En moyenne, 7 sur 23. Ça fait 30%. Quand Toulouse est redevenu champion d'Europe en 2021, c'est fait avec plus de 50% de joueurs français. Et au passage, le Stade Rochelais, qui est le tenant du titre de la scène européenne depuis ces 2 dernières années, gagne ses finales avec 2 tiers des joueurs français. Sur la feuille de match, hein. Ok, dernier chiffre, après j'arrête avec cette histoire de joueurs français. En 2016, il y a un internaute qui a sorti un tableau très intéressant du nombre de joueurs français par club et le temps qui leur était accordé. Chaque club a un certain nombre de joueurs français, entre une vingtaine et une trentaine, pourtant il apparaît de vrais écarts lorsqu'il s'agit de regarder le temps de jeu. Et c'est pour ça qu'on a eu des clubs qui ont une réputation plus de mercenaires que de créateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que gagner un titre avec un club français, c'est bien. Mais gagner un titre avec un club français et des joueurs français, c'est bien mieux pour le 15 de France. Bon, et ben en 2016, on n'est pas dans cette situation. Et on retrouve nos défaites encourageantes. Oh, le passe sur le ball est bien construit par les Australiens, il est bien construit, attention, on va avoir du mal à l'arrêter. Il va falloir se mettre à la faute si on veut l'arrêter. Ça va aller au bout, là tout. Il y a un bras. Et cette pénalité, c'est une décision logique. Guénia, et on s'approche dangereusement de la ligne, laissez-le voilà. L'essai de Follet, c'est parti. Servi, c'est le drop de la gagne peut-être pour Camille Lopez pour son retour en équipe de France. Et finalement, c'est en 2017 qu'on va toucher le fond. Chaque match à ce moment-là du 15 de France, c'est une blessure qui est de plus en plus importante et que personne n'arrive à guérir. Je pense que le match nul contre le Japon a été vraiment le dernier clou de la médiocrité dans le cercueil du 15 de France. Et à ce moment-là, il y a une annonce qui tombe, Guy Novès est évincé de son poste de sélectionneur. Là, on rentre clairement dans les années noires du rugby. Guy Novès, c'était l'entraîneur qui avait le plus de notoriété. S'il y a bien un seul gars qu'il fallait mettre à la tête du 15 de France en 2015, c'était lui. Et pourtant, son bilan est catastrophique. En fait, le problème, il n'est pas dû aux sportifs, il est relationnel. On a su qu'entre le président de la fédération Bernard Laporte et le sélectionneur, c'était très compliqué. Et à ce moment, on se retrouve pour la première fois de son histoire avec le sélectionneur de ton équipe nationale qui est viré. C'était jamais arrivé avec l'équipe de France. Cette situation a fait beaucoup de mal au rugby, et surtout à Guy Novès, il en a beaucoup souffert. Des années plus tard, il leur parlait encore. Et du coup, comment ça s'est fini pour lui? Il a porté plainte. Cette affaire a fait du bruit, c'est allé jusqu'au procès, et il a gagné. La Fédération française de rugby a dû payer environ 1 million d'euros pour la rupture de son contrat, là où en effet, il n'y avait pas de faute grave. Et ça a été une occasion tellement gâchée. Pour moi, c'est vraiment le moment où j'en ai eu marre. Premièrement parce qu'on venait de virer le seul entraîneur dont j'avais le poster dans ma chambre, et ensuite je pense qu'un Guy Novès mis dans de bonnes conditions avec une confiance totale n'aurait pas donné les pires années de rugby. J'espère un jour qu'on reviendra en détail sur cette histoire. Parce qu'il manque clairement de la lumière. Pour le 15 de France, ça veut dire un nouvel entraîneur, et c'est Jacques Brunel qui est choisi, c'est l'ancien sélectionneur de l'Italie qu'il a lui-même mené en 2013 pour nous battre. Et à ce moment-là, j'ai pas compris. J'étais déjà particulièrement déçu de l'affaire Guy Novès, que j'en avais vraiment plus rien à foutre de l'équipe de France, j'aimais toujours le rugby, mais avec ce move, je sentais qu'on avait vraiment mis les prochaines années à la poubelle. Avec un ami qui a d'ailleurs réussi l'exploit de me faire aimer Brive-la-Gaillarde, on était tellement stupéfaits de toutes les rumeurs qui tournaient autour du 15 de France. À l'époque, l'équipe de France, c'est pas un groupe. C'est plein de petits groupes avec des hiérarchies. On a appris ça récemment, Gaël Ficou appelait ça des clans, l'ambiance elle était tellement pourrie, les joueurs n'avaient plus aucun esprit de la gagne, et certains s'accrochaient au maillot comme des moules. Et ce grand n'importe quoi, il va être vraiment révélateur en 2018.
Pendant le tournoi de destination, on a appris qu'il y avait 9 joueurs du groupe France qui étaient virés pour mauvaise conduite. Pas avant, pas après, pendant le tournoi. Le tournoi 2018, c'est vraiment l'exemple d'un management qui était raté et d'un manque clair et net d'autorité. Et avec tout ça, on espérait gagner. Sexton waits, here it comes. It looks good. He likes it. Nigel Owen's arm goes up. En 2019, c'était pas fouille, on arrive à la Coupe du Monde. Oh boy. Au Japon, l'équipe de France y va parce qu'il faut y aller, mais tout le monde pense à après. On sait déjà que Fabien Galtier va être le nouveau sélectionneur, il a d'ailleurs intégré le stade de Jacques Brunel pour prendre la température. Vraiment, la Coupe du Monde 2019, c'est plus elle passe vite, mieux ce sera. Entre 2011 et 2019, la France elle est devenue tellement médiocre qu'elle a atteint le 10e rang du classement mondial. On est tellement loin de la finale en Nouvelle-Zélande. Et j'avais tort. Et j'aurais dû le voir venir parce que 3 mois avant le lancement de la Coupe du Monde, il y a une équipe de top 14 qui a renoué avec le succès en finale. Le 15 de France passe les poules et on atteint les quarts de finale. Il nous faudrait quand même un bon adversaire pour sortir la tête de l'eau et on a eu un adversaire très prenable, le Pays de Galles. Bon, il y a 4 ans, les Gallois, c'est pas les chefs qu'on a vus en 2023, mais c'est des personnes qu'on connaît très bien. Et honnêtement, c'est pas impossible de gagner. On n'est pas comme l'Irlande qui bouffe la Nouvelle-Zélande en quart de finale. On doit pouvoir faire quelque chose. Et là, on se met à voir des actions qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Ntamak. Vakatawa goes through Navidi. Support from Ntamak. Support from Dupont. Support from Charles Oliver. 2 tries. Je vais vous dire clairement, je pense que ça faisait au moins 8 ans qu'on n'avait pas vu une telle gestion de match si parfaite. Et il a fallu que ce soit un vieux briscard bien expérimenté qui pète un câble. Et voilà. C'était l'ultime pied de nez à un public qui en avait déjà marre, et à cause de cela, on va perdre le match d'1 point. Et c'est fini. C'est la conclusion d'un site qui a été tellement gâché. L'équipe de France, elle faisait pas plaisir à voir. Parce que c'est bien beau de voir chaque match avec des défaites encourageantes, mais il faut voir le nombre d'erreurs qu'on faisait. C'était le cirque. Si tu poses la question à quelqu'un en 2019, c'est quoi le rugby? Personne sait. Parce qu'entre la Coupe du Monde en Angleterre et celle au Japon, on a perdu la moitié des téléspectateurs. Maintenant attention, en 2020, l'équipe de France a un plan, et c'est plutôt simple, gagner et rien d'autre. Avant même le tout premier tournoi de destination, on a un reportage de France Télévisions sur la préparation et la construction de l'équipe. On découvre alors l'envie de Fabien Galtier, construire un groupe uni, et dès le départ, on voit qui fera partie du groupe et qui sera pas là. J'aimerais bien partir avec vous. Bon, mais c'est clair. Pour éviter les débordements, il faut, comme tu dis, il faut poser ce cadre. Pour anticiper. Il faut que ce cadre soit respecté, mais surtout, il faut éviter les non-dits. Les non-dits, c'est un coup oui, un coup non. On dit, ouais, c'est bon, on peut sortir, et finalement, non. On vous a dit que oui, mais finalement, vous n'avez pas le droit. Ah ouais, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. J'ai vu, mais il n'y avait pas de cadre. Je suis désolé, il n'y avait pas de cadre. Et j'ai beaucoup de respect pour Wenceslas Loré, mais bon, le passage n'aide pas du tout, faut dire que ça a été sorti de son contexte d'un entretien qui doit être plutôt long. Mais si t'en es à parler des sorties le soir au niveau du 15 de France, qu'est-ce que tu dis? Tout supporter lambda trouverait cette situation complètement ridicule. On peut se permettre des extras, mais si on est impérial, le vainqueur a toujours raison, mais comme ça fait 8 ans qu'on n'a rien eu de positif, il y a d'autres priorités. Et du coup, il y a un énorme ménage dans le 15 de France. Entre le dernier match face au Pays de Galles et le premier match qui va arriver face à l'Angleterre, il y a 8 changements sur le 15 de départ. Déjà, plusieurs faits marquants. La jeunesse est de retour et on lui fait confiance. C'est pas grave si t'as pas d'expérience, on va la créer ensemble. Et ensuite, l'idée, elle est bien simple. On connaît nos points forts, et ben on va les maximiser. Maintenant, ça sert à rien d'avoir le ballon si c'est pour rien en faire. Si c'est pas utile, on s'en débarrasse.
Et tout ça, ça s'appelle la dépossession. Et les Bleus vont jouer cette stratégie à la perfection. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est tout le rugby français qui a dit ça suffit. De Dupont contré par Maro Itoje. Il est passé bien protégé. Il y a peut-être un homme avant là entre Olivon et Rapez. Ça joue. Olivon qui va aller au bout peut-être. Charles Olivon, le capitaine en terre promise. Ça c'est bien là, il est fort Antoine Dupont sur ces situations. Il fait l'écart. Le doublé pour le capitaine Olivon. Dès le début du mandat Galtier, les Bleus marquent fortement les esprits. Déjà, le 15 de France s'impose face aux Anglais vice-champions du monde, mais ça vous le saviez parce que j'en avais déjà parlé sur cette chaîne. Mais est-ce que vous saviez que c'était la plus large victoire française à l'époque depuis 2011 ? Hein ? Et là on parle de 7 points, attendez 2023. Avec ça, on est allé battre les Gallois chez eux dans leur Millennium Stadium. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas fait ça ? 10 ans. Et c'est à cette occasion qu'on découvre peu à peu les nouveaux leaders de cette équipe, jeunes certes, mais terriblement ambitieux. Là c'est Ken Owen, Makatawa face à Tompkins, ou McNicol plutôt, qui passe devant. Oui, ils ont tenu, ils ont été énormes. Ross Moriarty face à Leroux, Willemse, la défense de la deuxième ligne, énorme cet après-midi. Bigard passe à la nuit de l'en avant là pour Greg Parks. Les attaques qui commencent à attaquer la ligne. Attention. Oh oui, il y a des décalages. Oh l'interception. Au bout, tire, vas-y, tu vas y aller. Oui monsieur, il y va. L'essai sur cette interception de Romain Galdarac. Ouais, oui Camille. Je vais être franc avec vous, c'est à cette période où je me rends compte qu'il y a un staff dans le 15 de France. Avant, j'y faisais vraiment pas attention, mis à part Guinoves avec Yannick Bru, j'avais vraiment l'impression que le sélectionneur était très seul. Là, en 2020, c'est pas que Galtier. C'est Fabien Galtier, Raphaël Ibanez, William Servat, Thibaut Giroud, Laurent Labitte, Jérôme Garcès et plein d'autres personnes. Et au passage, l'entraîneur de la défense est anglais. Et il a fait un excellent travail. Comme quoi, il n'y a pas que du mauvais de l'autre côté de la Manche. Malgré ce bon début de saison, on a notre lot de déceptions, mais on met ça sur le compte de la fougue et de la jeunesse. Le pari est clairement tenu, le 15 de France a renoué avec son public, et là, on vise de nouveaux horizons. Après le Covid, les choses ont repris calmement, d'abord c'était à huis clos, ce qui nous a permis, d'ailleurs, pour la première fois, d'entendre ce qui se disait sur le terrain. Sexton qui va porter un peu le ballon, le jeu au pied, la chandelle bien haute. Et là, les Français enchaînent les records. Première victoire en 2020 contre l'Écosse chez eux à Murrayfield depuis 2014. Première victoire à Dublin en 2021 depuis 2011. Première victoire en Australie en 2021 depuis 31 ans. C'est une équipe qui commence à faire tomber tout ce qui lui résiste. Et ça tombe bien, elle croise de nouveau la Nouvelle-Zélande. Avantage en cours. Allez, ah oui. Bonne séquence de jeu avec Eltana. Cameron Wauquiez, bien bas. Allez, en flexion, c'est parti, ça s'enclenche, ça déroule. Obaka qui part et qui marque. Bon, libère pour Danti qui va attaquer le centre du terrain. Il s'est fait arracher le ballon par Sam Kane. Attention. Oh oui, l'interception. Cette victoire des Bleus contre la Nouvelle-Zélande marque tellement le changement de statut du 15 de France. Avant, on était outsider, maintenant, on est les favoris. Et cette nouvelle étiquette, on va parfaitement l'appliquer en 2022. Comment vous dire que cette année-là était parfaite ? Déjà, il n'y a pas de défaite. 10 matchs, 10 victoires. Non, vraiment, tout était parfait en 2022, et le passage qui le montre le mieux, c'est la deuxième mi-temps face à l'Écosse à Murrayfield, dans le tournoi de destination. La défense est intraitable, et elle mange tout ce qui tombe. Entre 2020 et 2022, la France finit toujours sur le podium du tournoi et va le remporter de la plus belle des manières. Comme un écho à 2010, les Bleus écrivent leur légende.
C'était trop génial. La musique que vous écoutez là, c'est devenu le chant de victoire de cette équipe. Est-ce que vous sentez qu'on approche de la fin de cette histoire? Parce que ça y est, on est en 2023. On en a fait du chemin depuis 2011. On a vraiment tout vécu. Mais il manque encore cette foutue Coupe du Monde. Je vais pas m'étaler sur les résultats de 2023 parce que c'est plutôt frais dans les têtes, mais si vous êtes de ceux qui ne regardent cette année que sur le dernier match, vous oubliez très vite. Non, parce que battre les Anglais à Twickenham pour la première fois de 2017 avec la plus grosse mandale qu'on puisse donner, c'est quand même un sacré coup. Et puis on a fait tomber les Blacks pour la première fois en Coupe du Monde dès les phases de poule. C'était jamais arrivé avant. Les Bleus ont fait un record de points face à la Namibie. Vous savez, pendant la période sombre du 15 de France, je m'amusais à aller regarder les matchs dans lesquels je voyais les Bleus rouler sur leurs adversaires. Et j'étais tombé sur le France-Namibie en 2007. À aucun moment, je pensais qu'on allait revivre la même chose. On se rend pas bien compte, mais dans 10 ans, ce match-là, ça va être une telle référence pour les gamins de 10 ans qui se diront « C'était complètement fou. Je voudrais faire pareil. » Et alors je suis désolé, mais la France est encore allée en quart de finale pour perdre. Cette fois-ci face à l'Afrique du Sud, et encore d'un point. Si vous n'êtes pas très observateur, vous dites qu'il n'y a pas d'évolution. Non. Le 15 de France est nettement plus fort. Le score le montre pas, il est beaucoup plus fort. Dites-vous bien que l'équipe de France a tellement progressé qu'elle a entraîné des modifications si importantes dans le classement mondial qu'elle a ridiculisé World Rugby. C'était jamais arrivé avant. Oui, ok, cette Coupe du Monde est un fiasco, même si on a le droit de perdre. Mais entre les blessures graves des leaders, la répartition des poules qui était désastreuse et un arbitrage douteux, ouais, on était en mesure d'attendre plus. Aujourd'hui, je comprends ceux qui veulent arrêter de suivre le rugby. Mais vous imaginez pas de ce qui va suivre. Pour la première fois depuis très longtemps, on n'a pas changé d'entraîneur et toute la France a une revanche à prendre. Donc en 2024, à mon avis, faut garder le rugby en tête. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus.